La malédiction des Valois. Les murmures du destin. Le soleil couchant de ce soir d'automne 1560 baignait les tours majestueuses du Louvre d'une lumière sanglante, comme un présage funeste des événements à venir. Les ombres s'allongeaient sur les murs de pierre, créant des formes fantomatiques qui semblaient danser une macabre sarabande. Dans ses appartements privés, Catherine de Médicis, vêtue de noir comme à son habitude depuis la mort tragique de son époux Henri II, se tenait immobile devant la haute fenêtre à meneaux, contemplant Paris qui s'endormait peu à peu sous un ciel aux teintes pourpres. Les derniers rayons du jour se reflétaient sur les eaux troubles de la Seine, transformant le fleuve en un ruban de sang qui serpentait à travers la cité. Le bruissement lointain de la ville montait jusqu'à elle, les cris des marchands fermant leurs échoppes, le claquement des sabots des chevaux sur les pavés, les cloches des églises sonnant l'Angélus. Mais Catherine n'entendait rien de tout cela, perdue dans ses sombres pensées. Son regard, habituellement vif et pénétrant, semblait traverser le temps lui-même, cherchant dans les méandres du destin une réponse aux questions qui la tourmentaient. Ses doigts fins, ornés de bagues précieuses, jouaient distraitement avec le chapelet en ébène qui ne la quittait jamais, seul signe visible de son agitation intérieure. « Votre Majesté » murmura une voix grave derrière elle, brisant le silence pesant de la chambre. C'était Nostradamus, son astrologue de confiance, Michel de Nostredame, qu'elle avait fait venir spécialement de Provence. Le vieil homme, dont la réputation de voyant n'était plus à faire, s'avança d'un pas mesuré, sa longue robe de velours noir bruissant doucement sur le sol dallé. Catherine se retourna lentement, son visage pâle reflétant la lueur vacillante des chandelles qui illuminaient la pièce. Les ombres dansantes accentuaient les traits fins de son visage, creusant davantage les sillons que les épreuves avaient tracés autour de ses yeux et de sa bouche. « Les étoiles, maître Michel, dit-elle d'une voix basse mais ferme, que vous disent-elles ce soir ? Parlez-moi de mes fils, de l'avenir de la maison des Valois. » Dans un coin de la vaste chambre, à demi dissimulé derrière une tapisserie représentant la chasse de Diane, le jeune Charles IX, âgé de 10 ans à peine, écoutait avec attention. Ses doigts fins, déjà marqués par une nervosité maladive, jouaient inconsciemment avec le médaillon en or qui ne quittait jamais son cou, un cadeau de sa mère, censé le protéger des mauvais sorts. À ses côtés, sa sœur Marguerite, plus jeune encore mais déjà d'une beauté remarquable, observait la scène avec une intelligence précoce qui n'échappait pas à sa mère. Nostradamus s'approcha de la table où était disposé son attirail d'astrologue, cartes célestes, grimoires anciens, sphères armillaires en cuivre doré. La lueur des bougies faisait danser des reflets étranges sur son visage buriné par les ans. « Les astres sont troublés, Majesté, répondit-il enfin, sa voix grave résonnant dans la chambre comme un glas. Je vois du sang, beaucoup de sang. La couronne passera de tête en tête, comme une feuille emportée par le vent d'automne, mais aucun de vos fils ne donnera d'héritier à la lignée. Le lion deviendra agneau, et l'agneau sera dévoré par les loups qui rôdent dans l'ombre. » Catherine frissonna malgré elle, serrant plus fort son chapelet. Les perles d'ébène crissèrent sous la pression de ses doigts. « Est-ce la malédiction » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son interlocuteur. « Celle dont on parle dans les couloirs du Louvre ? Celle qui nous poursuit depuis que Philippe le Bel a défié le grand maître des Templiers ? » Le souvenir de la malédiction prononcée par Jacques de Molay sur le bûcher hantait encore les mémoires, transmis de génération en génération, Pape Clément, Chevalier Guillaume, Roi Philippe, avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit. Maudit. Tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Dans son coin, Charles tressaillit en entendant ces paroles. Son jeune esprit, déjà enclin à la mélancolie, s'emplissait d'images terrifiantes. Marguerite posa doucement sa main sur celle de son frère, tentant de le réconforter. Les visions sont plus précises cette nuit, poursuivit Nostradamus, ses yeux semblant fixer un point invisible au-delà des murs du palais. Je vois Paris en flammes, des rues qui ruissellent de sang. Je vois 3 frères porter la couronne, mais aucun ne laissera de fil pour perpétuer la lignée. Je vois une nuit d'été où les cloches sonneront pour les morts, où le fleuve changera de couleur sous la lune. Catherine s'approcha de la fenêtre, comme pour échapper aux terribles prophéties. En bas, dans la cour du Louvre, des gardes faisaient leur ronde, leurs torchers dessinant des cercles de lumière dans l'obscurité grandissante. Au loin, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne. « Il doit y avoir un moyen d'échapper au destin, » dit-elle avec une détermination féroce. « Je ne laisserai pas une malédiction détruire mes enfants, ni la couronne de France. » Nostradamus secoua lentement la tête. « Le destin est comme une rivière, Majesté. On peut tenter d'en modifier le cours, mais elle finira toujours par retrouver son lit. Les étoiles ne mentent jamais,
elles ne font que révéler ce qui doit être. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, uniquement troublé par le crépitement des bougies et le bruissement du vent dans les tentures. Catherine se dirigea vers ses enfants, posant une main protectrice sur l'épaule de Charles. « Mon fils, dit-elle doucement, vous êtes l'espoir de la France. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que vous êtes un Valois, un fils de Saint-Louis. La couronne que vous porterez est sacrée. » Charles leva vers sa mère des yeux emplis d'une inquiétude qui n'aurait pas dû être celle d'un enfant de son âge. « Mère, murmura-t-il, j'ai peur. Les ombres sur les murs, parfois, la nuit, elles me parlent. » Catherine échangea un regard inquiet avec Nostradamus. Les rumeurs sur la fragilité mentale du jeune roi n'étaient peut-être pas sans fondement. Mais elle ne pouvait pas se permettre de montrer sa préoccupation. « Ce ne sont que des ombres, mon fils, répondit-elle d'une voix qu'elle voulait rassurante. Tant que je serai là, rien ne pourra vous atteindre. Je vous le promets. Mais même en prononçant ces mots, Catherine savait qu'elle ne pourrait pas toujours protéger ses enfants. Les menaces qui pesaient sur la couronne étaient bien réelles, les Guises qui complotaient dans l'ombre, les protestants qui gagnaient en influence, les nobles qui contestaient l'autorité royale. Se tournant vers Nostradamus, elle demanda, « Y a-t-il autre chose que vous voyez, maître Michel? Un signe d'espoir, peut-être ?» L'astrologue contempla longuement ses cartes avant de répondre, « Je vois un nouveau sang, Majesté. Après la tempête viendra le calme. Un roi viendra du sud, portant une autre couronne. Il réunira ce qui a été brisé, mais ce ne sera plus sous la bannière des Valois. » Catherine serra les dents. L'idée qu'une autre dynastie puisse succéder aux Valois lui était insupportable. Elle avait consacré sa vie à maintenir ses enfants sur le trône, à préserver l'héritage de son mari. « Laissez-nous, ordonna-t-elle finalement. Maître Michel, nous reprendrons cette conversation demain. Charles, Marguerite, il est temps pour vous de vous retirer. » Alors que tous quittaient la pièce, Catherine resta seule face à la nuit parisienne. Les étoiles brillaient maintenant de tout leur éclat, indifférentes au drame qui se jouait sous leur regard éternel. « Je défierai le destin, murmura-t-elle dans l'obscurité. Quoi qu'il m'en coûte, je protégerai mes enfants et la couronne de France. » Mais le vent qui s'engouffrait dans les couloirs du Louvre semblait porter l'écho d'un rire moqueur, comme si les fantômes du passé se riaient de sa détermination. Dans les profondeurs du palais, une horloge sonna minuit, marquant le début d'une nouvelle journée qui rapprocherait un peu plus la maison des Valois de son destin funeste. Les ombres du pouvoir. L'aube se levait à peine sur Paris lorsque le jeune roi Charles IX émergea de ses appartements privés. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les hautes fenêtres du Louvre, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés. Le roi, âgé de 14 ans, paraissait déjà porter le poids du monde sur ses frêles épaules. Son visage pâle et ses yeux cernés trahissaient une nouvelle nuit d'insomnie, peuplée de cauchemars et de visions qu'il n'osait confesser à personne. À ses côtés marchait Henri de Guise, son nouveau compagnon, un jeune homme de son âge qui, contrairement au roi, débordait déjà d'une assurance princière. Les deux adolescents formaient un contraste saisissant dans les couloirs du palais, Charles, mince et nerveux, ses doigts sans cesse en mouvement, tripotant les dentelles de ses manches, Henri, grand et déjà bâti comme un guerrier, sa démarche assurée faisant résonner ses bottes sur le sol de marbre. « Votre Majesté semble préoccupée ce matin, » observa Henri de Guise, tandis qu'il traversait la galerie des portraits. Leurs pas résonnaient dans le silence matinal, troublés seulement par le chant lointain des oiseaux et le bruissement des serviteurs qui commençaient leur journée. Charles s'arrêta devant une imposante tapisserie représentant la victoire de Charlemagne sur les Saxons. Ses yeux scrutaient la scène de bataille avec une intensité troublante. « Mon frère Henri me déteste, » murmura-t-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Il pense que je suis trop faible pour régner, que la couronne aurait dû lui revenir. » Henri de Guise posa une main sur l'épaule du roi, un geste familier qui aurait fait froncer les sourcils à plus d'un courtisan. « Vous êtes le roi de France, votre Majesté. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu ainsi. Le duc d'Anjou doit se soumettre à la volonté divine, comme nous tous. » Mais dans l'ombre des corridors, d'autres oreilles écoutaient. Catherine de Médicis, invisible derrière une tenture, observait l'échange avec une inquiétude grandissante. L'influence croissante du jeune Guise sur son fils ne lui avait pas échappé, pas plus que les regards d'admiration que Charles portait à ce compagnon qui semblait incarner tout ce qu'il aurait voulu être. Plus tard dans la matinée, la reine-mère convoqua son confident italien, le comte de Gondi, dans son cabinet de travail. La pièce, saturée de parfums exotiques et dansants, était le refuge où Catherine élaborait ses stratégies politiques. « Les Guises tissent leur toile autour de mon fils, dit-elle en italien,
langue qu'elle utilisait toujours pour ses conversations les plus secrètes. Pendant ce temps, les Huguenots gagnent en puissance dans les provinces. La France est comme un fruit mûr que chacun veut cueillir. Gondi, diplomate averti, caressa sa barbe taillée avec soin. Le jeune Henri de Guise n'est que l'instrument de son oncle, le cardinal de Lorraine. Les Guises n'ont jamais accepté que leur influence ait diminué depuis la mort du roi François II. Catherine se leva et s'approcha de la fenêtre. En contrebas, dans la cour du Louvre, elle pouvait voir Charles et Henri de Guise s'exercer à l'épée. Le contraste entre la maladresse de son fils et l'aisance du jeune Guise lui serra le cœur. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard, murmura-t-elle. Les protestants parlent de réforme, les Guises rêvent de pouvoir, et pendant ce temps, mon fils. » Sa voix se brisa légèrement. « Mon fils s'affaiblit de jour en jour. » Dans la cour, le bruit des épées s'entrechoquant montait jusqu'à elle. Charles venait de trébucher, et Henri de Guise l'aidait à se relever avec une sollicitude qui semblait sincère. Mais Catherine connaissait trop bien le jeu du pouvoir pour se laisser attendrir. Le cardinal de Lorraine prépare quelque chose, poursuivit Gondi. Nos espions rapportent des réunions secrètes, des messages codés qui circulent entre Paris et Rome. Les Guises cherchent l'appui du pape pour renforcer leur position. Catherine se détourna brusquement de la fenêtre. Et pendant ce temps, l'amiral de Coligny étend son influence sur la noblesse protestante. Il ose même écrire directement à mon fils, lui proposant ses conseils comme si j'étais devenu invisible. Un serviteur frappa discrètement à la porte, apportant une missive scellée. Catherine brisa le sceau et parcourut rapidement le message, son visage se durcissant à chaque ligne. Des troubles à Lyon, annonça-t-elle. Les protestants ont pris le contrôle de plusieurs églises. Le gouverneur demande des renforts. Gondi s'approcha de la carte de France étalée sur une table massive. Des pions de différentes couleurs marquaient les zones d'influence des catholiques et des protestants. Le royaume se divise, majesté. Comme un corps déchiré entre deux âmes. Catherine resta silencieuse un long moment, son esprit calculant déjà les différentes stratégies possibles. Elle avait passé des années à maintenir un équilibre précaire entre les factions, jouant les uns contre les autres pour préserver le pouvoir de la couronne. Mais cet équilibre devenait chaque jour plus fragile. « Il nous faut des alliés, dit-elle finalement. Des hommes qui ne soient ni Guises ni Huguenots. Des hommes qui ne servent que la couronne. » Les Montmorency, suggéra Gondi. Peut-être. Catherine se mit à faire les 100 pas, ses jupes de soie noire bruissant sur le sol. Mais il nous faut aussi des liens plus forts. Des alliances matrimoniales qui lieront les grandes familles à notre cause. Ses pensées se tournèrent vers sa fille Marguerite, qui grandissait en beauté et en esprit. Une alliance avec les Bourbons de Navarre pourrait peut-être contrebalancer l'influence des Guises. Un nouvel éclat de voix monta de la cour. Charles avait jeté son épée de frustration, et même à cette distance, Catherine pouvait voir les larmes qui brillaient dans ses yeux. Henri de Guise tentait de le consoler, mais le roi s'éloignait déjà à grands pas, ses épaules secouées de sanglots. « Va chercher Ambroise Paré » ordonna Catherine à un serviteur. Le célèbre médecin était le seul qui parvenait parfois à calmer les crises de nerfs de Charles. « Et fais venir mon fils Henri. Il est temps qu'il comprenne que ses ambitions personnelles menacent l'unité de la famille. » Alors que le soleil montait dans le ciel parisien, les ombres semblaient s'épaissir dans les couloirs du Louvre. Catherine savait que chaque décision qu'elle prendrait dans les jours à venir pourrait soit sauver, soit condamner la dynastie des Valois. La malédiction dont parlait Nostradamus pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Dans son cabinet aux murs couverts de symboles ésotériques, elle s'agenouilla devant son prie-dieu. Mais ses prières n'étaient pas seulement adressées au Dieu des chrétiens. Dans le secret de son cœur, elle invoquait aussi les anciennes puissances qu'elle avait appris à connaître dans sa Florence natale. « Donnez-moi la force, murmura-t-elle en italien. La force de protéger mes enfants, de préserver la couronne, même si je dois pour cela défier le ciel et l'enfer. » La journée s'avançait, et avec elle, les intrigues se tissaient plus serrées dans le palais. Les messagers allaient et venaient, les regards se croisaient dans les couloirs, lourds de secrets et de menaces voilées. La cour de France dansait sur un volcan, et seule Catherine semblait mesurer la profondeur de l'abîme qui menaçait de tous les engloutir. Le soir venu, alors que les ombres s'allongeaient de nouveau sur Paris, Charles se retira dans ses appartements, hanté par ses démons intérieurs. Henri de Guise regagna l'hôtel familial, où son oncle le cardinal l'attendait pour forger de nouveaux plans. Et Catherine de Médicis, dernière debout comme toujours, contemplait les étoiles depuis sa fenêtre, cherchant dans leur scintillement une réponse aux questions qui la tourmentaient. La nuit promettait d'être longue,
comme toutes celles qui avaient précédé et toutes celles qui suivraient. Car dans l'ombre du pouvoir, les complots ne dormaient jamais, et la malédiction des Valois poursuivait son œuvre inexorable. Le sang des innocents. L'été 1572 s'abattait sur Paris comme une chape de plomb brûlante. Les pavés de la ville suintaient sous un soleil impitoyable, tandis que les ruelles étroites suffoquaient sous la chaleur accablante. Le Louvre, majestueuse forteresse des rois de France, bouillonnait d'une activité fébrile qui n'avait rien à voir avec la canicule. Les préparatifs du mariage entre Marguerite de Valois, la perle des Valois, et Henri de Navarre, le prince protestant, occupaient chaque serviteur, chaque courtisan, chaque recoin du palais. Dans ses appartements privés, Catherine de Médicis orchestrait cette union avec la précision d'un général en campagne. Ses doigts couverts de bagues effleuraient les plans de table, les listes d'invités, les menus des festins à venir. Mais derrière cette façade de célébration se cachait un calcul plus sombre. La reine-mère savait que ce mariage, censé réconcilier catholiques et protestants, n'était qu'un voile de soie jeté sur un gouffre de haine et de méfiance. « Ma fille, dit-elle à Marguerite qui se tenait devant elle, vous devez comprendre l'importance de votre sacrifice. Ce mariage est plus qu'une union, c'est le dernier espoir de paix pour le royaume. » Marguerite, belle et fière dans sa robe de velours violet, observait sa mère avec un mélange de respect et de résignation. À 20 ans, elle était suffisamment lucide pour comprendre qu'elle n'était qu'une pièce sur l'échiquier politique de sa mère. « Je comprends mon devoir, madame, répondit-elle, sa voix trahissant une maturité forgée dans les intrigues de la cour. Mais les protestants qui affluent à Paris. Le peuple murmure déjà. Catherine balaya ses inquiétudes d'un geste de la main. Laissez le peuple murmurer. Les Guises sauront le tenir en respect. Dans une autre aile du palais, Charles IX était en proie à l'une de ces crises de plus en plus fréquentes. Le jeune roi, maintenant âgé de 22 ans, arpentait sa chambre comme un animal en cage. Ses cheveux noirs étaient collés à son front par la sueur, et ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux. Les voix, toujours les voix, murmurait-il en se prenant la tête entre les mains. Elles ne se taisent jamais. Son fidèle nourricier, Jean de Gondi, tentait de le calmer, « Votre Majesté devrait prendre du repos. La chaleur épuise les plus robustes. » Mais Charles n'écoutait pas. Il s'approcha de la fenêtre, pressant son front contre la pierre fraîche. En contrebas, il pouvait voir les groupes de nobles protestants qui paradaient dans les jardins, leurs pourpoints aux couleurs vives tranchant avec la sobriété des catholiques. « Ils sont partout, siffla-t-il entre ses dents. Ils envahissent mon palais, ma ville, mon royaume. Comme des rats. » À cet instant, Henri de Guise entra dans la chambre. À 22 ans, le duc était l'image même du noble catholique, grand, élégant, le regard brillant d'ambition. Il s'inclina profondément devant le roi. « Sire, le prévôt des marchands demande audience. Le peuple de Paris s'inquiète de voir tant d'hérétiques dans ses murs. » Charles se retourna brusquement, ses yeux injectés de sang se fixant sur le duc. « Et que voulez-vous que j'y fasse, mon cousin? C'est ma mère qui a tout orchestré. Ce mariage, cette mascarade. » Henri de Guise s'approcha du roi avec la grâce d'un félin. « Votre Majesté est le roi de France. Un mot de vous, et... » Silence. La voix de Catherine de Médicis claqua comme un fouet. La reine-mère se tenait dans l'encadrement de la porte, son ombre s'étirant sur le sol comme une menace. « Laissez-nous, monsieur de Guise. » Le duc s'inclina à nouveau et sortit, non sans avoir jeté un dernier regard lourd de sens au roi. Catherine s'approcha de son fils, ses jupes noires bruissant sur le sol. « Mon fils, dit-elle doucement, prenant le visage de Charles entre ses mains, vous devez être fort. Ces noces sont notre dernière chance d'éviter une nouvelle guerre civile. » Charles se dégagea brutalement. « La guerre est déjà là, mère. Elle coule sous les sourires et les révérences. Je la sens, je la respire, elle empoisonne l'air même que nous respirons. » Dans les jours qui suivirent, la tension monta inexorablement dans Paris. Les processions de nobles protestants qui accompagnaient Henri de Navarre croisaient les cortèges catholiques dans un balai de regards hostiles et de mains crispées sur les pommeaux des épées. Les tavernes bruissaient de rumeurs et de menaces à peine voilées. Le mariage lui-même fut une démonstration grotesque de cette paix factice. Dans la cathédrale Notre-Dame, Marguerite, resplendissante dans sa robe brodée de perles, dut être poussée par son frère Henri pour donner son consentement. Les protestants se tenaient d'un côté de la nef, les catholiques de l'autre, comme deux armées prêtes à en découdre. La nuit, Charles IX ne dormait plus. Il errait dans les couloirs du Louvre, suivi par son petit groupe de musiciens qui jouaient sans relâche pour tenter de couvrir les voix qui le tourmentaient.
Les murs eux-mêmes semblaient suinter de menaces et de présages. « Je vois du sang partout », confiait-il à sa nourrice. Les tapisseries pleurent du sang, les fontaines crachent du sang, même les roses du jardin sont rouges comme du sang frais. Catherine, pendant ce temps, multipliait les consultations avec ses astrologues et ses médiums. Dans sa chambre transformée en cabinet de curiosité, elle interrogeait les cartes, les cristaux, les entrailles des animaux sacrifiés. « Les étoiles sont rouges », lui annonça son astrologue italien, Cosimo Ruggieri. Mars domine le ciel de Paris. C'est un présage de violence. La reine-mère serra les lèvres. La violence peut être nécessaire, Cosimo. Parfois, il faut cautériser une plaie pour sauver le corps. Les chefs protestants, Coligny en tête, se montraient de plus en plus audacieux. L'amiral, fort de sa nouvelle influence sur le jeune roi, poussait pour une intervention en Flandre contre les Espagnols. Une telle guerre aurait signifié la ruine de la politique de Catherine. Il nous manipule tous, ragea-t-elle lors d'un conseil secret avec ses plus proches conseillers. Il se sert de la faiblesse de Charles pour nous entraîner dans une guerre contre l'Espagne, pendant que ses coreligionnaires s'emparent des postes clés du royaume. Le duc d'Anjou, le préféré de Catherine, suggéra une solution radicale, il faut éliminer Coligny. Lui seul maintient l'unité des Huguenots. La tentative d'assassinat qui suivit, mal exécutée, ne fit que précipiter les événements. Coligny, blessé mais vivant, devint un martyr pour les protestants qui exigeaient justice. Les Guises et leurs partisans appelaient à une action décisive contre les hérétiques. Charles IX, tiraillé entre l'influence de Coligny et la pression de sa mère, sombrait chaque jour un peu plus dans la folie. Ces crises de violence alternaient avec des périodes de prostration totale. « Les morts, murmurait-il, les morts me parlent. Ils réclament vengeance, où est-ce le sang qui appelle le sang ?» Dans la nuit étouffante du 23 août, Catherine convoqua un conseil d'urgence. Les chefs catholiques, les capitaines de la milice parisienne, les Guises, tous étaient là. « Le moment est venu, déclara-t-elle, sa voix ne trahissant aucune émotion. Si nous n'agissons pas maintenant, ce sont eux qui nous élimineront. » Le jeune roi, épuisé par des jours d'insomnie et de tourments, finit par céder. « Faites ce que vous voulez, mais tuez-les tous. Qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » Les ordres furent donnés, les positions assignées. Dans quelques heures, le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois donnerait le signal du massacre. La nuit de la Saint-Barthélemy s'apprêtait à entrer dans l'histoire. Dans sa chambre, Marguerite priait, ignorant encore le sort qui attendait son nouvel époux et ses compagnons. Catherine, elle, se tenait droite devant son prie-Dieu, récitant mécaniquement ses Ave Maria. « Que Dieu nous pardonne », murmura-t-elle une dernière fois avant que les premières cloches ne déchirent la nuit parisienne. La malédiction des Valois prenait un nouveau visage, plus sanglant que jamais. Le destin de la dynastie se jouait dans ces heures sombres, et le prix à payer serait terrible. La nuit rouge. Le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois déchira le silence de la nuit parisienne. Ces vibrations sinistres se répandirent dans les ruelles sombres comme une onde mortelle. Il était 2 heures du matin, et Paris s'apprêtait à vivre l'une des nuits les plus sanglantes de son histoire. Dans la chambre royale du Louvre, Charles IX sursauta au premier coup de cloche. Ses mains tremblantes s'agrippèrent au drap de soie, tandis que ses yeux hagards scrutaient l'obscurité. Le jeune roi n'avait pas trouvé le sommeil, tourmenté par ce qui allait suivre. « C'est l'heure », murmura Catherine de Médicis, qui se tenait droite comme une statue d'ébène dans sa robe noire. « Il n'y a plus de retour possible. » Les rues de Paris s'animèrent d'une vie macabre. Les catholiques, reconnaissables à leurs croix blanches et leurs écharpes blanches aux bras, sortaient de leurs maisons armées de piques, d'épées et de torchets. Les capitaines de quartier distribuaient les ordres, désignant les maisons marquées où logeaient les Huguenots. Le duc de Guise, accompagné d'une troupe d'hommes armés, se dirigea vers la demeure de l'amiral de Coligny. Le vieux chef protestant, encore affaibli par sa récente tentative d'assassinat, fut réveillé par le fracas des bottes dans l'escalier. « Mes amis, dit-il à ses serviteurs terrifiés, je me prépare depuis longtemps à la mort. Sauvez-vous si vous le pouvez. » L'assaut fut brutal. Les hommes de Guise enfoncèrent les portes, massacrèrent les gardes protestants. Coligny fut trouvé en prière dans sa chambre. Ses derniers mots furent pour pardonner à ses assassins, avant que son corps ne soit jeté par la fenêtre dans la cour où le duc de Guise attendait. « Voilà le traître », cria Guise en donnant un coup de pied au cadavre. « La justice du roi est faite. » Au Louvre, la confusion régnait. Marguerite de Valois, nouvelle épouse d'Henri de Navarre, fut réveillée par des cris déchirants et des coups frappés à sa porte. Une dame huguenote ensanglantée se jeta à ses pieds,
la suppliant de la sauver. Madame, par pitié. Il tue tout le monde. Marguerite, encore vêtue de sa chemise de nuit, cacha la malheureuse derrière les tapisseries de sa chambre. Dans les couloirs, les gardes pourchassaient les gentilshommes protestants qui avaient cru trouver refuge au palais. Henri de Navarre et le prince de Condé furent arrachés de leur lit et conduits devant Charles IX. Le roi, dans un état proche de la démence, les mit devant un choix terrible, la messe ou la mort. Les deux princes choisirent la conversion forcée, pendant que leurs compagnons moins fortunés étaient massacrés dans les cours du Louvre. Le sang coulait entre les pavés, formant des ruisseaux écarlates qui se déversaient dans la Seine. Dans les rues, la tuerie prenait des proportions apocalyptiques. Les milices catholiques, enivrées par le sang et le vin pillé dans les caves, ne faisaient pas de quartier. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'était épargné. Tuez-les tous, hurlaient les meneurs. Dieu reconnaîtra les siens. Les protestants tentaient désespérément de fuir. Certains se jetaient dans la Seine, préférant la noyade à la fureur des catholiques. D'autres se barricadaient dans leurs maisons, mais les portes cédaient sous les coups des assaillants. Un marchand drapier, connu pour sa foi réformée, fut traîné hors de sa boutique avec sa famille. Ses supplications se perdirent dans le tumulte général. Ses enfants furent arrachés des bras de leur mère et jetés dans la rivière. Au milieu de ce chaos, certains catholiques choisirent l'humanité plutôt que la barbarie. Quelques nobles, essayurés par tant de violence, cachèrent leurs voisins et amis protestants dans leurs caves et leurs greniers. Charles IX, enfermé dans ses appartements, était en proie à une crise de folie furieuse. Les cris des victimes montaient jusqu'à ses fenêtres, se mêlant aux voix qui le tourmentaient depuis si longtemps. « Tuez-les tous » hurla-t-il dans un accès de démence. « Tuez-les tous, que je n'en entende plus parler. » Puis, submergé par l'horreur de ses propres paroles, il s'effondra en sanglotant « Mon Dieu, pardonnez-moi. Je ne sais plus ce que je fais. » Catherine de Médicis, elle, gardait son sang-froid légendaire. Dans sa chambre transformée en centre de commandement, elle recevait les rapports des différents quartiers de Paris. Ses lèvres minces se pinçaient à chaque nouvelle annonce de massacre, mais elle ne laissait transparaître aucune émotion. C'était nécessaire, répétait-elle à ses conseillers. Pour sauver le royaume, il fallait couper la gangrène. Les heures passaient, et la fureur ne semblait pas s'apaiser. Les corps s'entassaient dans les rues, sur les places, dans les cours des maisons. La Seine charriait des cadavres qui s'échouaient sur ses berges, attirant les chiens errants et les corbeaux. Dans le quartier de la place Maubert, une scène particulièrement horrible se déroulait. Un groupe de catholiques avait découvert une maison où se cachaient plusieurs familles protestantes. Les portes furent enfoncées, et les huguenots furent traînés dehors un par un. Une jeune mère tenait son nourrisson contre sa poitrine, suppliant qu'on épargne au moins son enfant. Un prêtre, témoin de la scène, tenta d'intervenir. Au nom du Christ, arrêtez. Ce sont des chrétiens comme nous. Mais sa voix fut noyée dans les cris de la foule déchaînée. Le massacre continua, implacable. À l'aube, les premiers rayons du soleil révélèrent l'ampleur de l'horreur. Les rues de Paris étaient jonchées de corps, les maisons éventrées portaient les traces de pillage et de violence. L'air était saturé d'une odeur de mort et de fumée. Marguerite de Valois, qui avait passé la nuit à protéger autant de protestants qu'elle le pouvait dans ses appartements, contemplait le spectacle avec horreur depuis sa fenêtre. Son mariage, censé apporter la paix entre les religions, avait déclenché un bain de sang sans précédent. « Ma fille, lui dit Catherine en entrant dans sa chambre, vous devez comprendre que c'était la seule solution. La couronne était en danger. » Marguerite se détourna, incapable de supporter le regard impassible de sa mère. « À quel prix, madame ? Combien d'innocents devaient mourir pour sauver notre trône ? » Les jours suivants, la violence se propagea comme une traînée de poudre dans tout le royaume. De Rouen à Lyon, de Bordeaux à Toulouse, les protestants furent pourchassés et massacrés. Les routes étaient pleines de réfugiés tentant désespérément d'atteindre des terres plus sûres. Au Louvre, Charles IX commençait à mesurer les conséquences de cette nuit sanglante. Les ambassadeurs étrangers exprimaient leur horrification, les princes protestants d'Allemagne et d'Angleterre menaçaient de représailles. Que leur dire, demanda-t-il à sa mère, sa voix brisée par les remords. Comment justifier ce massacre ? Catherine, pragmatique comme toujours, dicta les lettres officielles. Nous dirons que c'était un mouvement populaire spontané, une réaction à un complot huguenot contre la couronne. Mais le roi ne trouvait plus le sommeil. La nuit, il était hanté par des visions cauchemardesques. Il voyait les visages des morts, entendait leurs cris, sentait l'odeur du sang qui semblait imprégner les murs même du palais.
Les murs saignent, répétait-il sans cesse. Je vois le sang couler des pierres. La Saint-Barthélemy marqua un tournant dans l'histoire des guerres de religion. Ce qui devait être un coup décisif contre les protestants ne fit que renforcer leur détermination. Dans les provinces, la résistance huguenote s'organisa, plus déterminée que jamais. Henri de Navarre et le prince de Condé, contraints à une conversion forcée, n'attendaient que l'occasion de s'échapper du Louvre pour rejoindre leurs partisans. Leur présence au palais était un rappel constant de l'échec de la politique de réconciliation. Catherine de Médicis, malgré son apparente victoire, sentait que quelque chose s'était irrémédiablement brisé cette nuit-là. La malédiction qui pesait sur la maison des Valois semblait plus présente que jamais. Nous avons peut-être sauvé la couronne, confia-t-elle à son astrologue, mais à quel prix? Les étoiles sont plus sombres que jamais. Paris mit des semaines à se remettre du massacre. Les corps furent finalement enterrés, les rues nettoyées, les maisons pillées réoccupées. Mais la ville gardait les cicatrices invisibles de cette nuit terrible. La Seine continua longtemps à rejeter des cadavres sur ses berges, comme si le fleuve lui-même refusait d'être complice de tant d'horreurs. Les corbeaux, gavés de chair humaine, étaient devenus si gras qu'ils pouvaient à peine voler. Et dans les couloirs du Louvre, on dit que les nuits de pleine lune, on peut encore entendre les cris des victimes de la Saint-Barthélemy, leurs voix se mêlant aux remords éternels d'un roi qui n'avait pas su dire non à la folie des hommes. Les fantômes du remords. Les mois qui suivirent la Saint-Barthélemy virent le royaume de France sombrer dans une spirale infernale de violence et de folie. Au cœur de ce chaos, Charles IX se consumait lentement, rongé par une maladie aussi mystérieuse qu'implacable. Le jeune roi, qui n'avait pas encore atteint ses 24 ans, portait déjà sur ses épaules le poids écrasant de milliers de morts. Dans les appartements royaux du Louvre, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les médecins se succédaient au chevet du roi, leurs remèdes aussi inefficaces que leurs prières. Charles transpirait du sang, un phénomène qui terrorisait sa suite et alimentait les rumeurs les plus folles dans tout Paris. C'est la malédiction, murmurait-il dans ses moments de lucidité, ses draps tachés de rouge. Les âmes des innocents réclament leur dû. Chaque goutte de mon sang est une vie que j'ai prise cette nuit-là. Sa nourrice, fidèle jusqu'au bout, essuyait son front brûlant avec des linges qui se teintaient instantanément de pourpre. Mon pauvre enfant, soupirait-elle, vous n'étiez qu'un instrument dans les mains des autres. Mais Charles n'écoutait plus. Ses yeux fiévreux fixaient des points invisibles dans l'air, suivant le balai macabre des spectres qui le hantaient jour et nuit. Il voyait Coligny, son corps mutilé lui reprochant sa trahison. Il voyait les femmes et les enfants massacrés dans les rues de Paris, leurs visages figés dans une expression d'horreur éternelle. Catherine de Médicis, malgré son sang-froid légendaire, commençait à montrer des signes d'inquiétude. Elle multipliait les consultations avec ses astrologues et ses médiums, cherchant désespérément un moyen de sauver son fils, ou du moins la couronne. Les étoiles sont voilées, lui annonça Cosimo Ruggieri, son astrologue attitré. Je vois une ombre qui s'étend sur la maison des Valois. Le sang appelle le sang, madame. La reine-mère serra les poings, ses bagues s'enfonçant dans sa chair. N'y a-t-il rien à faire? Aucun rituel, aucune prière qui puisse détourner le sort? Mais même les arts occultes semblaient impuissants face à la malédiction qui frappait la famille royale. Henri, duc d'Anjou, observait l'agonie de son frère avec un mélange complexe d'émotions. L'héritier du trône passait de longues heures dans la chapelle du Louvre, partagé entre la pitié pour son frère mourant et l'impatience de ceindre la couronne. Dieu me pardonne, priait-il devant le crucifix, mais je ne peux m'empêcher de voir dans la souffrance de mon frère le signe de ma propre destinée. Les courtisans, comme des corbeaux attirés par l'odeur de la mort, commençaient déjà à se tourner vers le futur roi. Les Guises, toujours aussi ambitieux, tissaient leur toile d'intrigue autour du duc d'Anjou, préparant leur position pour le règne à venir. Dans ces moments de conscience, Charles percevait ces manœuvres avec une lucidité douloureuse. « Ils attendent tous ma mort », confia-t-il à sa jeune épouse, Élisabeth d'Autriche. Comme des chiens affamés autour d'une charogne. La douce Élisabeth, qui portait encore le deuil de leur fils mort en bas âge, tentait de le réconforter, « Ne parlez pas ainsi, monseigneur. Vous êtes jeune, vous pouvez encore guérir. » Mais le roi savait que son temps était compté. La maladie qui le dévorait n'était pas naturelle, comment aurait-elle pu l'être? Chaque goutte de sang qui perlait de ses pores était un rappel des vies sacrifiées cette nuit d'août 1572. Les protestants qui avaient survécu au massacre s'étaient réorganisés dans le sud du royaume. La Rochelle était devenue leur forteresse, un bastion de résistance contre la couronne. Les nouvelles de révolte et de représailles parvenaient régulièrement au Louvre, alimentant la culpabilité du roi. Tout cela pour rien, se lamentait-il.
Le sang versé n'a fait qu'engendrer plus de sang. La France se noie dans sa propre violence. Catherine, qui avait orchestré le massacre dans l'espoir de renforcer le pouvoir royal, voyait son plan se retourner contre elle. Le royaume était plus divisé que jamais, les protestants plus déterminés, les catholiques plus extrémistes. La Ligue catholique, menée par les Guises, gagnait en puissance. Ils prêchaient une guerre totale contre les hérétiques, utilisant la faiblesse du roi pour accroître leur influence sur le peuple de Paris. « Ils nous manipulent tous », dit un jour Charles à sa sœur Marguerite. « Mère pensait jouer aux échecs, mais nous ne sommes que des pions dans un jeu bien plus grand. » Marguerite, dont le mariage avec Henri de Navarre n'avait fait qu'exacerber les tensions, passait ses journées à écrire des lettres, à son mari exilé, à ses amis protestants qui avaient fui, aux princes étrangers qui regardaient la France avec un mélange de pitié et de dégoût. Les nuits au Louvre étaient devenues un cauchemar sans fin. Les hurlements du roi résonnaient dans les couloirs, se mêlant aux prières des moines appelés en permanence à son chevet. Charles voyait des fantômes dans chaque ombre, entendait des voix dans chaque murmure du vent. « Ils sont là », criait-il en pointant du doigt les coins sombres de sa chambre. « Les morts. Ils viennent me chercher. » Ces médecins, impuissants, ne pouvaient que le regarder se débattre contre ces démons invisibles. Il saignait le roi régulièrement, mais le sang qui coulait était noir et épais, comme contaminé par la noirceur de ses actes. Henri de Navarre, maintenu en résidence surveillée au Louvre depuis le massacre, observait la déchéance de son beau-frère avec une pitié mêlée de calculs politiques. Il savait que la mort de Charles changerait la donne, pour le meilleur ou pour le pire. La malédiction des Templiers, murmurait-on dans les couloirs du palais. Philippe le Bel a condamné sa lignée en brûlant Jacques de Molay. Les Valois paient le prix de cette malédiction. Catherine rejetait ces superstitions avec mépris, mais même elle ne pouvait ignorer les signes. Ses fils semblaient marqués par un destin funeste, François demeure si jeune, Charles se mourant sans héritier, et Henri. Henri qui portait déjà dans son regard l'ombre de sa fin tragique. Le printemps 1574 fut particulièrement cruel. Alors que la nature renaissait, Charles s'éteignait un peu plus chaque jour. Son corps était devenu un champ de bataille où la vie et la mort se livraient un combat sans merci. « Je vois l'enfer », murmura-t-il un soir à son confesseur. « Il est pavé des crânes de mes victimes. » Le prêtre multipliait les absolutions, mais rien ne semblait pouvoir apaiser la conscience tourmentée du roi. Les dernières semaines de sa vie furent un long hurlement de douleur et de remords. La fin vint le 30 mai 1574, au château de Vincennes. Charles IX mourut dans un dernier accès de fièvre sanglante, ses draps si imbibés de sang qu'il fallut les brûler. Ses derniers mots furent pour sa nourrice: « Ah, mamie, que de sang! Que de meurtre! Ah, que j'ai suivi un méchant conseil !» La nouvelle de sa mort se répandit dans Paris comme une onde de choc. Les cloches sonnèrent le glas pendant des jours, leur son lugubre rappelant étrangement le tocsin de la Saint-Barthélemy. Henri, alors en Pologne où il régnait depuis peu, s'apprêtait à revenir en France pour prendre la couronne. Catherine assurait la régence, plus puissante que jamais malgré la mort de son fils préféré. Mais dans les provinces, la guerre civile continuait. La mort de Charles IX n'avait fait qu'ajouter un nouveau chapitre à la tragédie des guerres de religion. Son règne, commencé dans l'espoir d'une réconciliation nationale, s'était achevé dans un bain de sang qui entrait la mémoire du royaume pendant des siècles. Les chroniqueurs de l'époque notèrent que le jour de sa mort, une pluie rouge tomba sur Paris. Superstition ou réalité, ce phénomène fut interprété comme un dernier signe de la malédiction qui pesait sur les Valois. La dépouille du roi fut transportée à Saint-Denis dans un silence pesant. Peu de Parisiens se déplacèrent pour voir passer le cortège funèbre. Charles IX, le roi qui avait ordonné le massacre de milliers de ses sujets, partait rejoindre ses ancêtres, laissant derrière lui un royaume fracturé et une dynastie maudite. Dans sa tombe, dit-on, son corps continua à saigner pendant des jours, comme si même la mort ne pouvait arrêter l'hémorragie de ses remords. L'héritage maudit. La mort de Charles IX en 1574 marqua le début d'une nouvelle ère de chaos pour le royaume de France. Henri III, qui régnait alors sur la Pologne, dut quitter précipitamment son trône baltique pour venir ceindre la couronne de ses ancêtres. Le nouveau roi, le troisième fils de Catherine de Médicis a porté la couronne, hérité d'un royaume plus divisé que jamais. Son voyage de retour vers Paris fut emblématique des difficultés qui l'attendaient. Traversant l'Italie, il s'attarda à Venise, se perdant dans les fêtes et les plaisirs de la Sérénissime, comme s'il pressentait les épreuves qui l'attendaient en France. Catherine de Médicis, assurant la régence, s'impatientait de ce retard qui fragilisait davantage la position de la couronne.
Mon fils, écrivait-elle dans ses lettres pressantes, le royaume ne peut attendre. Les loups rôdent autour du trône vacant. Ces loups avaient des noms, les Guises, dont l'ambition grandissait chaque jour, les protestants, qui se réorganisaient dans leur place forte du Sud, les malcontents, ces catholiques modérés qui suivaient le duc d'Alençon, le plus jeune des Valois. Lorsqu'Henri III fit enfin son entrée dans Paris, la ville l'accueillit avec un mélange d'espoir et de méfiance. Le nouveau roi, à 33 ans, était dans la force de l'âge. Brillant, cultivé, il avait été le préféré de Catherine, celle qu'il avait préparée depuis toujours à porter la couronne. Mais les Parisiens découvrirent bientôt un souverain déconcertant. Henri III alternait les démonstrations de piété excessive avec des fêtes somptueuses. Il s'entourait de jeunes favoris, les mignons, leur prodiguant titres et faveurs qui scandalisaient la vieille noblesse. Le roi vit comme une femme, murmurait-on dans les tavernes de Paris. Pendant qu'il se poudre le visage, le royaume part en lambeaux. La Ligue catholique, menée par Henri de Guise, exploitait ses faiblesses. Le duc, surnommé le balafré, depuis qu'une blessure au visage l'avait marqué, incarnait aux yeux du peuple le chef militaire idéal, le défenseur de la vraie foi. Dans les provinces, la situation n'était guère meilleure. Les protestants, dirigés par Henri de Navarre qui avait réussi à s'échapper de la cour, tenaient fermement le sud-ouest. La Rochelle restait leur bastion imprenable, narguant l'autorité royale. Catherine de Médicis, vieillissante mais toujours active, tentait de maintenir un équilibre précaire. Ces escadrons volants de dames d'honneur continuaient leur travail diplomatique, utilisant leur charme pour adoucir les positions des uns et des autres. La paix, répétait-elle à son fils, doit être notre seul objectif. Le royaume saigne depuis trop longtemps. Mais Henri III se révéla un élève décevant. Incapable de s'imposer face aux Guises, méprisant envers son beau-frère Henri de Navarre, il oscillait entre des périodes d'autorité brutale et des moments d'apathie totale. Les signes de la malédiction des Valois devenaient plus évidents que jamais. Henri III, malgré son mariage avec Louise de Lorraine-Vaudémont, ne parvenait pas à engendrer d'héritier. Les médecins de la cour multipliaient les remèdes, les prières s'élevaient dans toutes les églises du royaume, en vain. « Nous sommes maudits », confia un soir le roi à sa mère, lors d'une de ces conversations intimes qu'ils avaient souvent. « Aucun de nous n'aura d'héritier. La lignée des Valois s'éteindra avec nous. » Catherine refusait d'accepter cette fatalité. Elle consultait astrologues et devins, cherchant désespérément un moyen de contrer le sort. Mais les présages restaient sombres. La situation politique se dégradait inexorablement. La Ligue catholique gagnait en puissance, s'appuyant sur le mécontentement populaire face aux échecs du roi. Les Guises, soutenus secrètement par l'Espagne de Philippe II, tissaient leur toile autour du trône. Henri III tentait de réagir, alternant répression et conciliation. Il créa l'ordre du Saint-Esprit, tentative de fidéliser la haute noblesse. Mais ses favoris, les mignons, continuaient à drainer les finances du royaume dans des fêtes somptueuses et des constructions luxueuses. Le duc d'Alençon, dernier frère du roi, jouait un jeu dangereux, s'alliant tantôt aux protestants, tantôt aux catholiques modérés. Sa mort en 1584 fut un nouveau coup dur pour la dynastie. Désormais, l'héritier présomptif était Henri de Navarre, un protestant, situation inacceptable pour la Ligue catholique. Le royaume court à sa perte, prophétisait Catherine, voyant son œuvre politique s'effondrer. Mes fils n'ont pas su préserver l'héritage des Valois. Les complots se multipliaient. Paris, plus que jamais, était une ville en ébullition. Les prédicateurs de la Ligue tonnaient dans les églises contre la faiblesse du roi, appelant presque ouvertement à la révolte. Henri III, dans ses moments de lucidité, mesurait l'ampleur du désastre. Il se réfugiait de plus en plus souvent dans des pratiques religieuses extrêmes, rejoignant les processions de pénitents, se flagellant en public. Le roi fait pénitence, disait le peuple, mais pour quel péché? Les mignons, ces jeunes nobles que le roi couvrait de faveurs, tombaient les uns après les autres dans des duels sanglants. Chaque mort était une blessure pour Henri III, qui voyait disparaître ses plus fidèles soutiens. La Ligue catholique, enhardie par ses succès, devenait plus agressive. Henri de Guise, le balafré, ne cachait plus ses ambitions. On murmurait qu'il descendait de Charlemagne, qu'il avait plus de droit au trône que les Valois. Catherine de Médicis, malgré son âge et sa fatigue, continuait ses efforts diplomatiques. Elle voyageait à travers le royaume, négociant des trêves précaires, tentant de maintenir un semblant d'unité. La couronne, disait-elle à son fils, ne tient plus que par la force de notre volonté. Un faux pas, et tout s'effondre. Mais les événements échappaient de plus en plus à leur contrôle.
Les villes de la Ligue se révoltaient les unes après les autres. Paris elle-même semblait prête à se soulever contre son roi. Henri III oscillait entre la dépression et la colère. Ses accès de dévotion alternaient avec des périodes de débauche qui scandalisaient la cour. Les ambassadeurs étrangers décrivaient dans leurs dépêches un royaume au bord du gouffre. La mort de Catherine de Médicis en janvier 1589 fut le dernier coup porté à l'équilibre précaire du royaume. La reine-mère, cette force politique qui avait maintenu la cohésion de la dynastie pendant 3 décennies, disparaissait au moment où son fils en avait le plus besoin. Sur son lit de mort, elle aurait murmuré « Pauvre France ! Pauvre roi !» Ces mots résonnaient comme l'épitaphe d'une dynastie qui s'éteignait. Les derniers mois du règne d'Henri III furent apocalyptiques. La révolte grondait dans Paris, manipulée par les Guises et leurs alliés. Le roi, acculé, dut fuir sa capitale, humiliation suprême pour un Valois. Le royaume était désormais divisé en 3, les ligueurs catholiques, les protestants, et les fidèles du roi, de moins en moins nombreux. La malédiction des Valois accomplissait son œuvre destructrice. Henri III, réfugié à Blois, mesura enfin l'ampleur de la menace que représentaient les Guises. Dans un sursaut d'autorité, ou de désespoir, il ordonna l'assassinat du duc Henri et de son frère le cardinal. Ce double meurtre, loin de résoudre la crise, ne fit que précipiter la chute finale. Paris se souleva ouvertement contre le roi. Les prédicateurs de la Ligue appelaient au régicide, présentant Henri III comme un tyran qu'il était légitime d'abattre. La prophétie semblait sur le point de s'accomplir. La dynastie des Valois, qui avait régné sur la France pendant plus de 2 siècles, se préparait à son dernier acte. Henri III, sans héritier, devait maintenant s'allier à Henri de Navarre, ce cousin protestant qu'il avait tant méprisé. Le destin, ou la malédiction, allait bientôt achever son œuvre. La mort rôdait déjà dans les couloirs du château, prête à frapper le dernier des Valois. Le dernier Valois. L'année 1589 s'annonçait sous les plus sombres auspices. Henri III, dernier représentant de la dynastie des Valois, se trouvait dans une situation désespérée. Chassé de Paris par la Ligue catholique, il avait dû trouver refuge à Blois, puis la Tour, son autorité ne s'étendant plus que sur une portion congrue du royaume. L'assassinat des Guises, ordonné dans un moment de rage désespérée, avait déchaîné contre lui les forces de la Ligue catholique. Paris était en pleine révolte, les prédicateurs appelaient ouvertement au régicide, présentant le roi comme un tyran qu'il était légitime d'abattre. Dans les églises de la capitale, on avait éteint les cierges en prononçant « Ainsi s'éteigne la race des Valois ». Les portraits du roi étaient brûlés en place publique, tandis que les 16, le gouvernement radical de Paris, organisait la résistance contre l'autorité royale. Henri III, acculé par les événements, avait dû prendre une décision qui aurait semblé impensable quelques mois plus tôt, s'allier avec Henri de Navarre, le chef des protestants. Le roi de France, fils aîné de l'Église, faisait alliance avec l'hérétique qu'il avait si longtemps combattu. La nécessité fait loi, déclara-t-il à ses conseillers qui s'inquiétaient de ce revirement. Entre 2 mots, il faut choisir le moindre. La rencontre entre les 2 Henri eut lieu au château de Plessis-les-Tours, dans une atmosphère de méfiance réciproque. Henri de Navarre, qui avait tant souffert de la perfidie des Valois, hésita longtemps avant de se présenter devant son cousin. « Courage, mon frère, lui dit-il en l'embrassant. 2 Henri valent mieux qu'un Guise. » L'alliance des 2 rois changea la donne militaire. Les forces protestantes, aguerries par des années de guerre, vinrent renforcer les troupes royales. Pour la première fois depuis des mois, Henri III reprenait l'initiative. Le plan était simple, marcher sur Paris, reprendre la capitale rebelle, restaurer l'autorité royale. L'armée royale progressait méthodiquement, reprenant ville après ville, se rapprochant inexorablement de Paris. Dans la capitale, la peur commençait à gagner les rangs des ligueurs. Les prédicateurs redoublaient de violence dans leurs sermons, appelant à la résistance jusqu'à la mort. Les processions se multipliaient, mêlant prières et appels au meurtre du roi, hérétique et tyran. C'est dans ce contexte qu'un jeune moine dominicain, Jacques Clément, décida d'entrer dans l'histoire. Âgé de 22 ans, il était connu pour son fanatisme religieux et ses visions mystiques. Les prédicateurs de la Ligue avaient fait leur œuvre, lui présentant le meurtre du roi comme un acte sacré. Le 31 juillet 1589, Clément quitta Paris, porteur de lettres qui devaient lui permettre d'approcher le roi. Il se présenta au camp royal, installé à Saint-Cloud, d'où Henri III préparait le siège de Paris. Le 1er août au matin, le moine fut introduit auprès du roi. Henri III, malgré les avertissements de ses conseillers, avait toujours eu l'habitude de recevoir les religieux qui souhaitaient lui parler.
Cette confiance allait lui être fatale. Clément s'agenouilla devant le roi, prétendant avoir un message secret à lui transmettre. Lorsqu'Henri III se pencha pour l'écouter, le moine sortit un couteau dissimulé dans sa manche et le plongea dans le ventre du roi. « Ah, le méchant moine! Il m'a tué !» s'écria Henri III en arrachant lui-même le couteau de sa blessure. Les gardes se précipitèrent, massacrant sur place l'assassin. Mais le mal était fait. La lame empoisonnée avait fait son œuvre. Les médecins furent immédiatement appelés au chevet du roi. Mais la médecine de l'époque était impuissante face à une telle blessure. Henri III, comprenant que sa fin était proche, fit preuve d'un courage et d'une lucidité remarquables. Il fit appeler Henri de Navarre, son héritier légitime selon la loi salique. Les deux hommes eurent une dernière conversation, dont les témoins rapportèrent la gravité solennelle. « Mon frère, dit Henri III, la couronne vous appartient de droit. La France a besoin d'un roi qui saura la guérir de ses blessures. Promettez-moi de protéger la foi catholique, mais aussi d'être juste envers vos anciens coreligionnaires. » Henri de Navarre, ému, jura de se montrer digne de cette confiance. Le roi mourant fit alors venir les principaux seigneurs présents au camp, leur ordonnant de reconnaître Navarre comme leur souverain légitime. Les dernières heures d'Henri III furent consacrées à la prière. Il se confessa, reçut les derniers sacrements, et demanda qu'on lise la Passion du Christ. Aux premières heures du 2 août 1589, le dernier des Valois rendit l'âme. Sa mort marquait la fin d'une dynastie qui avait régné sur la France pendant plus de 2 siècles. Les prophéties s'étaient accomplies, aucun des fils de Catherine de Médicis n'avait laissé d'héritier mâle. À Paris, la nouvelle fut accueillie par des scènes de liesse populaire. Les ligueurs célébraient la mort du tyran, présentant Jacques Clément comme un martyr, un nouveau David ayant abattu Goliath. C'est un miracle, proclamaient les prédicateurs. Dieu lui-même a armé le bras du saint moine pour délivrer la France du dernier des Valois. Mais pour les fidèles du roi défunt, la douleur se mêlait à l'inquiétude. Henri de Navarre était l'héritier légitime, mais comment un protestant pourrait-il ceindre la couronne de Saint-Louis? Le corps d'Henri III fut d'abord déposé dans l'église Saint-Cloud. La situation militaire ne permettait pas de le conduire immédiatement à Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Ce n'est que plusieurs années plus tard que ses restes purent rejoindre ceux de ses ancêtres. Dans les jours qui suivirent la mort du roi, de nombreux seigneurs catholiques quittèrent l'armée royale, refusant de servir un roi protestant. Henri de Navarre se retrouva dans une situation précaire, héritier légal d'une couronne qu'il devrait conquérir par les armes. La malédiction des Valois semblait avoir accompli son œuvre destructrice. La dynastie s'éteignait dans le sang, laissant un royaume déchiré par les guerres civiles et les haines religieuses. Les chroniqueurs de l'époque notèrent des signes étranges qui accompagnèrent la mort d'Henri III. On parla d'une comète dans le ciel de Paris, de pluies de sang dans certaines provinces, de naissances monstrueuses dans les campagnes. Le peuple y voyait la confirmation que la fin des Valois était inscrite dans les astres. N'était-ce pas la conclusion logique d'une malédiction lancée des siècles plus tôt, lorsque Philippe le Bel avait fait brûler Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers? La prophétie du Templier mourant semblait s'être réalisée point par point, pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit. Maudit. Tous maudits jusqu'à la 13e génération. Henri III était mort sans héritier, comme ses frères avant lui. La lignée des Capétiens valois s'éteignait, laissant place à une nouvelle dynastie, celle des Bourbons, en la personne d'Henri de Navarre. Le nouveau roi aurait fort à faire pour pacifier le royaume. La Ligue catholique refusait de le reconnaître, Paris lui fermait ses portes, l'Espagne soutenait ouvertement ses adversaires. Mais c'était une autre histoire qui commençait. La malédiction des Valois avait accompli son œuvre. Une page de l'histoire de France se tournait, dans le sang et les larmes. Henri III fut le dernier représentant d'une dynastie maudite, victime d'une prophétie implacable. Son règne, commencé dans la gloire, n'était-il pas le préféré de Catherine de Médicis? S'achevait dans la tragédie. La France entrait dans une nouvelle ère, mais le souvenir des Valois et de leur destin tragique continuerait à hanter l'imaginaire collectif, rappelant que même les plus puissantes dynasties peuvent s'éteindre sous le poids d'une malédiction. L'aube d'une nouvelle ère. Le soleil se levait sur Paris, baignant les pierres séculaires du Louvre d'une lumière dorée qui semblait vouloir effacer les ombres du passé. Catherine de Médicis était partie quelques mois avant son dernier fils, emportant dans sa tombe les secrets d'une vie entière consacrée à la préservation d'un pouvoir qui, tel du sable, s'était inexorablement écoulé entre ses doigts. Dans ces derniers jours,
alors que la maladie la consumait lentement dans ses appartements du château de Blois, la reine-mère avait été hantée par les visions de ses enfants perdus. François II, si jeune lorsque la mort l'avait fauché. Charles IX, dévoré par la folie et les remords, crachant son sang sur les draps de soie de son lit royal. Et maintenant Henri III, le dernier de ses fils, qui devrait porter seul le poids d'une couronne maudite. Les serviteurs qui l'avaient assisté dans ces derniers moments rapportaient qu'elle avait passé ses nuits à murmurer des prières en italien, sa langue maternelle, entrecoupée de longues conversations avec des fantômes que seule elle pouvait voir. Parfois, elle appelait Nostradamus, mort depuis des années, lui demandant si les étoiles avaient changé leur course, si le destin pouvait encore être infléchi. Le royaume qu'elle laissait derrière elle était déchiré par les guerres de religion, comme si la malédiction des Templiers ne s'était pas contentée de frapper la lignée royale, mais avait empoisonné la France entière. Les grandes familles catholiques, menées par les Guises, s'opposaient aux Huguenots avec une violence qui semblait ne jamais devoir s'apaiser. Les campagnes étaient ravagées par les bandes armées, les villes divisées entre factions rivales, et le peuple souffrait sous le poids des impôts et des privations. Henri III, dernier des Valois, avait tenté de naviguer entre ces écueils avec une habileté politique qui rappelait celle de sa mère. Mais la mort du duc de Guise, orchestrée sur ses ordres dans les couloirs du château de Blois, avait scellé son destin. La Ligue catholique, plus puissante que jamais, avait juré sa perte, transformant le roi de France en fugitif dans son propre royaume. C'est dans le monastère de Saint-Cloud, aux portes de Paris, que la prophétie devait s'accomplir. Jacques Clément, un jeune moine dominicain au regard fiévreux, avait facilement obtenu une audience avec le roi. Les gardes n'avaient pas prêté attention à sa robe de bure, ni au message secret qu'il prétendait porter. La lame qu'il dissimulait mit fin à 3 siècles de règne des Valois. Henri de Navarre. Ces mots, murmurés par le roi mourant, résonnèrent comme un écho des prophéties de Nostradamus. Qu'il soit roi, et que la malédiction s'arrête avec moi. Dans ces derniers instants, Henri III semblait avoir accepté ce que sa mère avait toujours redouté, l'extinction de leur lignée, prédite depuis si longtemps. Henri de Navarre, ce cousin protestant que Catherine avait tant cherché à maintenir à distance de la couronne, devenait ainsi Henri IV, premier roi de la dynastie des Bourbons. Le destin avait une façon cruelle de se jouer des plans les mieux ourdis. Celui que la reine-mère avait voulu écarter du trône était maintenant l'espoir d'une France exsangue. Les premières années du règne d'Henri IV furent difficiles. Paris, aux mains de la Ligue, lui fermait ses portes. Paris vaut bien une messe, aurait-il déclaré avant d'abjurer le protestantisme, prouvant qu'il avait retenu les leçons de pragmatisme politique de sa belle-mère Catherine. Peu à peu, la paix revint dans le royaume. L'édit de Nantes apporta une trêve dans les guerres de religion, et le nouveau roi s'attela à la reconstruction d'un pays dévasté par 30 ans de guerre civile. Dans les couloirs du Louvre, désormais, de nouveaux pas résonnaient. Les courtisans s'habituaient à voir un roi plus préoccupé de la prospérité de son peuple que des intrigues de cour. « Je veux, disait-il, qu'il y ait 6 pauvres paysans en mon royaume qu'il n'ait tous les dimanches sa poule au pot. » Cette simplicité, ce souci du bien-être de ses sujets, contrastait avec le raffinement parfois cruel de la cour des Valois. Pourtant, les ombres du passé ne s'effacent jamais complètement. Les nuits de pleine lune, certains prétendaient voir une silhouette vêtue de noir errer dans les galeries du palais. Catherine de Médicis, disait-on, continuait sa ronde éternelle, cherchant à protéger des fils depuis longtemps disparus. D'autres assuraient avoir entendu les cris de Charles IX, toujours tourmenté par les fantômes de la Saint-Barthélemy. Marguerite de Valois, dernière survivante de cette dynastie maudite, observait ces changements avec un mélange de mélancolie et de soulagement. Elle qui avait été le pion involontaire dans les machinations de sa mère, mariée à Henri de Navarre pour sceller une paix illusoire, se retrouvait maintenant reine répudiée. Son mariage avec Henri IV fut annulé, permettant au roi d'épouser Marie de Médicis et d'assurer enfin une descendance à la couronne de France. Les années passèrent, et peu à peu, les traces de la dynastie des Valois s'estompèrent. Les nouveaux courtisans ne connaissaient plus les secrets des appartements de Catherine, ni l'emplacement de son cabinet des miroirs où elle consultait ses astrologues. Les prophéties de Nostradamus, qui avaient tant influencé les décisions de la cour, devenaient des curiosités pour érudits. Mais dans les chroniques et les mémoires, l'histoire des 3 frères rois continuait de fasciner. Comment une dynastie si puissante avait-elle pu s'éteindre si brutalement? Était-ce vraiment la malédiction des Templiers, prononcée sur le bûcher par Jacques de Molay, qui avait poursuivi les descendants de Philippe le Bel jusqu'à leur extinction? Ou était-ce simplement le prix du pouvoir, qui consume ceux qui le détiennent avec trop d'avidité? Les historiens débattraient longtemps de ces questions, mais pour le peuple de France, la légende des Valois maudits prit place parmi les grands récits qui nourrissent l'imaginaire d'une nation.
On racontait que par les nuits d'orage, quand le vent hurlait dans les cheminées du Louvre, on pouvait encore entendre les supplications de Charles IX, le rire amer d'Henri III, et les prières de Catherine de Médicis. Henri IV lui-même, malgré sa volonté de tourner la page, ne put jamais totalement ignorer l'héritage de ses prédécesseurs. Dans ces moments de doute, il lui arrivait de contempler le portrait de Catherine de Médicis qui ornait encore l'une des galeries du palais. Le regard perçant de la reine-mère semblait le suivre, comme pour lui rappeler que le pouvoir est un fardeau aussi lourd à porter qu'il est difficile à conquérir. La France entrait dans une nouvelle ère, celle des Bourbons, qui devait apporter au royaume une période de prospérité et de rayonnement culturel. Mais sous les ors de Versailles et la gloire du roi Soleil, le souvenir de la dynastie maudite des Valois continuerait à hanter la mémoire collective, rappelant à ceux qui exercent le pouvoir que la roue de la fortune tourne inexorablement, et que les plus grandes gloires peuvent s'éteindre dans les larmes et le sang. La malédiction s'était accomplie, 3 frères rois, et pas un seul héritier mâle. Mais peut-être était-ce moins une malédiction qu'une leçon, rappelant aux puissants que leur pouvoir n'est jamais qu'un trait du destin, et que l'histoire juge avec une implacable sévérité ceux qui confondent autorité et tyrannie. Ainsi s'achevait l'histoire des Valois, dans le sang et les regrets, mais aussi dans l'espoir d'un renouveau. La France tournait une page de son histoire, gardant en mémoire les leçons du passé pour construire un avenir qu'elle espérait meilleur. Et dans les jardins des Tuileries, où Catherine avait autrefois fait construire son palais, les roses continuaient de fleurir chaque printemps, indifférentes aux drames des hommes et aux malédictions des rois.